Le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni, est arrivé en tête des élections législatives italiennes ce dimanche. En Sibérie, à Kaliningrad, Saint-Pétersbourg ou Moscou, les manifestations se poursuivent en Russie ce week-end contre la mobilisation des réservistes annoncée mercredi. En Iran, la colère des manifestants ne faiblit pas 9 jours après la mort de Mahsa Amini. Le chef de l'autorité judiciaire du pays menace de ne faire preuve d'aucune indulgence. L'extrême droite a remporté les élections en Italie. Pour la première fois depuis 1945, un parti post-fasciste se retrouve aux portes du pouvoir. S'assurant probablement la majorité absolue des sièges, aussi bien à la Chambre des députés qu'au Sénat, Giorgia Meloni est bien placée pour devenir chef du gouvernement italien. Si nous sommes appelés à gouverner cette nation, nous le ferons pour tous les Italiens. Nous le ferons dans le but d'unir les gens et de valoriser ce qui les rassemble plutôt que ce qui les divise. Selon les résultats partiels, la coalition formée avec la Ligue de Matteo Salvini, Forza Italia de Silvio Berlusconi et le Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni récolterait 43% des voix. La gauche italienne, incarnée par le parti démocrate d'Enrico Letta, n'a pas réussi à susciter un vote utile pour faire barrage à l'extrême droite et passe sous la barre des 20%. Nous sommes actuellement la deuxième force politique. Nous sommes donc la première force d'opposition. Nous avons une grande responsabilité. Une responsabilité vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de l'Italie pour les prochaines étapes les plus difficiles auxquelles le pays sera confronté. Le cabinet du Premier ministre hongrois Viktor Orban et son homologue polonais Mateusz Morawiecki ont adressé dès dimanche soir leurs félicitations à Giorgia Meloni. Dans ce pays à l'instabilité gouvernementale chronique, de nombreux experts s'accordent déjà sur la courte espérance de vie de la coalition. La droite italienne a mis fin au fascisme dans l'histoire depuis des décennies. C'est par cette déclaration que Giorgia Meloni a souhaité répondre cet été à la presse étrangère qu'il a décrit comme un danger pour la démocratie et la stabilité italienne, européenne et internationale. La dirigeante du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, tente de rassurer, une stratégie déjà utilisée par ses prédécesseurs comme Gianfranco Fini, l'ancien responsable du parti politique néofasciste Mouvement social italien. Giorgia Meloni a bien connu ce parti, fondé en 1946 par des fidèles de Benito Mussolini. À 15 ans, elle était active dans la branche jeunesse avant de prendre attache avec le parti Alliance nationale qui se voulait plus modéré. En 1996, alors militante pour Alliance nationale, elle n'hésitera pas à déclarer à la presse française au sujet du dictateur fasciste Mussolini qu'il était un bon politicien. En 2008, elle rejoint le Parti du peuple de la liberté de Silvio Berlusconi. Elle devient alors la plus jeune ministre de l'histoire de l'Italie moderne. 5 ans plus tard, elle quitte le parti de Silvio Berlusconi pour créer Frères d'Italie. Ce nouveau parti défend un nationalisme conservateur qui met l'accent sur la souveraineté. Le véritable catalyseur pour son parti viendra avec le deuxième gouvernement de Giuseppe Conte en 2019. À ce moment-là, Frères d'Italie est pratiquement le seul grand parti italien à choisir de ne pas rejoindre le gouvernement de coalition. Giorgia Meloni est parvenue à rassembler des soutiens en raison notamment de son opposition à la mondialisation et aux valeurs progressistes. Son credo est Dieu, famille, patrie. Dans les grandes lignes, elle défend la même politique que la Ligue, plus de sécurité, moins d'immigration et moins de taxes. Si à la famille naturelle. Oui à la famille naturelle, non au lobby LGBT, déclarait-elle notamment en juin dernier en Espagne lors d'un meeting du parti d'extrême droite espagnol Vox. Favorable à une Europe des nations, elle souhaite revoir sa relation avec Bruxelles et avec les partenaires européens de l'Italie. Mais Rome étant la principale bénéficiaire du plan de relance européen, avec près de 200 milliards d'euros de fonds accordés, elle assure qu'il n'y aura pas de rupture sèche. Sur ces images diffusées par le ministère de la Défense russe, des hommes arrivent à un bureau militaire de l'enclave de Kaliningrad. Selon les autorités, des appelés mais aussi des volontaires rejoignent les rangs de l'armée. Parmi eux, toujours selon les autorités, des officiers de réserve avec l'expérience des armes qui ont déjà servi au cours d'autres conflits.
Je ne vais pas me cacher derrière qui que ce soit. Je suis appelé, je réponds. Pourtant, la mobilisation de 300 000 réservistes décrétée par le Kremlin mercredi dernier a déjà fait fuir des milliers d'hommes à l'étranger. Elle suscite aussi la colère en Russie. Non au génocide, scandent ces manifestants dans la ville de Yakoutsk, en Sibérie, lors d'un rassemblement dimanche filmé par un média local. Les forces de l'ordre interviennent, arrêtent sans ménagement plusieurs personnes avant de les évacuer dans des bus. Des scènes similaires se répètent dans le pays, comme ici à Moscou, où d'autres opposants à la mobilisation se rassemblent samedi. Selon OVD Info, une ONG russe, au moins 710 arrestations ont eu lieu au cours de la seule journée de samedi, principalement à Saint-Pétersbourg et dans la capitale. Le vent de la colère continue de souffler sur la rue iranienne. 9 jours après la mort de Mahsa Amini lors de sa détention par la police des mœurs, les manifestations s'étendent à présent à 46 villes en Iran. Selon un bilan officiel non détaillé, qui inclut les forces de l'ordre, 41 personnes ont perdu la vie depuis le début de la révolte, le 17 septembre. Mais l'ONG Iran Human Rights, basée à Oslo, fait-elle état d'au moins 54 morts tués dans la répression. Selon un décompte d'Associated Press, au moins 1200 manifestants ont été arrêtés. Sur la place de la Révolution à Téhéran, le régime qui se dit garant de la sécurité du peuple affiche une foule familiale à son soutien. Après l'appel du président Ebrahim Raïssi à agir fermement contre les manifestants, le chef du pouvoir judiciaire iranien menace de ne faire preuve d'aucune indulgence à leur égard. Êtes-vous d'accord avec le nouveau code des familles? Telle est la question à laquelle 8,4 millions de Cubains répondent lors d'un référendum dimanche. Si la nouvelle loi est adoptée, elle légalisera le mariage homosexuel, l'adoption homoparentale, la gestation pour autrui sans fin lucrative ou encore un renforcement des droits des enfants et des personnes âgées ou handicapées. Un texte considéré comme très progressiste par les observateurs et soutenu par le pouvoir qui a autorisé un marathon en faveur du oui à la Havane. 2 hommes ou 2 femmes mariées, cela ne me pose pas de problème. Je suis d'une autre époque, mais cela ne me dérange pas. Je suis globalement d'accord avec ce code de la famille, même si certains aspects me dérangent. Je vais voter pour, mais je ne sais rien du tout du texte. Je ne le comprends pas. Les Cubains devraient tous voter oui, parce qu'il intègre des aspects fondamentaux pour le bien-être social. Mais dans un contexte de profonde crise économique et d'émigration record, plus d'1 an après les manifestations historiques de juillet 2021 pour plus de liberté, certains électeurs pourraient être tentés par l'abstention ou le vote de protestation. Je suis contre. Ce code de la famille n'est pas une bonne chose. Il y a beaucoup d'autres sujets autrement plus importants que celui pour lequel on vote. Le manque de nourriture, le fait que les gens aient faim par exemple. Hors texte constitutionnel, c'est la première fois que les Cubains sont appelés à se prononcer par oui ou par non sur une loi. Les concerts de Roger Waters prévus en Pologne ont été annulés. Aucune explication officielle n'a été donnée. Il avait suscité l'indignation dans le monde et particulièrement dans ce pays par sa prise de position sur la guerre en Ukraine. Début septembre, il avait écrit une lettre à la première dame ukrainienne dans laquelle il reprochait aux nationalistes extrêmes d'Ukraine d'avoir mis le pays sur la voie de la guerre. Qui pourra arrêter Remco Evenepoel, le jeune prodige belge, sacré champion du monde cycliste ce dimanche en Australie, n'a que 22 ans, mais déjà un palmarès impressionnant. Surnommé le phénomène, le Flamand a fait la différence à 35 km de l'arrivée en s'extirpant d'un groupe de 25 coureurs qui avaient pris des commandes. Un temps dans la roue du Kazakh Lusenko, Evenepoel le lâche dans l'avant-dernière montée pour s'imposer en solitaire après 266 km de course.
Le Belge devance le Français Christophe Laporte et l'Australien Michael Matthews. Une nouvelle consécration pour Evenepoel qui poursuit une trajectoire fulgurante, entamée tambour battant dès sa première saison pro en 2019. Il signe une année 2022 exceptionnelle. Liège-Bastogne-Liège, la Classica San Sebastian, la Vuelta et aujourd'hui le titre mondial, de quoi définitivement le conforter dans son choix d'avoir délaissé le ballon rond.